Fermez les yeux et visualisez ceci. Une seconde, vous avez le monde entier à vos pieds. Une sensation de puissance absolue où chaque désir devient réalité. Vous incarnez l'homme qui a tout conquis, celui que l'humanité regarde avec envie. Votre empire immobilier est colossal, composé de 21 résidences de prestige, éparpillées entre le glamour de Saint-Tropez et les criques sauvages et ensoleillées de la péninsule espagnole. Un jet privé est stationné sur le tarmac moteur chaud, prêt à s'envoler à votre moindre caprice, tandis qu'un yacht démesuré attend d'accueillir vos soirées de débauche. Vous êtes Richard Anthony, le monument aux 60 millions de disques vendus, le dieu vivant de toute une génération tricolore. Cependant, le destin est un scénariste cruel et en une fraction de seconde, il décide de tout reprendre. Les projecteurs qui vous inondaient de gloire explosent, vous plongeant dans une obscurité totale. Oubliez la douceur du satin et les dorures de votre manoir. Votre réveil est brutal, le corps meurtri par le froid mordant du sol en béton d'une cellule sordide de la maison d'arrêt de Pontoise. Le personnel de maison a disparu, les ovations se sont tues. Il ne reste qu'un silence de mort lourd et oppressant, répercuté par 4 murs grisâtres qui sont désormais votre seul horizon. C'est la question qui hante les esprits: par quel enchaînement de circonstances une telle légende de la culture populaire a-t-elle pu vivre une descente aux enfers aussi vertigineuse? Installez-vous confortablement, car nous allons rouvrir les dossiers poussiéreux d'une gloire déchue. Aujourd'hui, nous disséquons l'itinéraire à la fois flamboyant et tragique de l'inoubliable Richard Anthony. Il n'était pas uniquement l'interprète de la mélancolie ferroviaire dans « J'entends siffler le train ». Sa propre existence s'est révélée être une complainte bien plus déchirante que ses chansons. Avant de tirer sa révérence finale, Richard Anthony a pris la décision courageuse de ne pas partir avec ses secrets, choisissant de fracasser la loi du silence. Refusant d'emporter ses rancœurs dans l'au-delà, il a profité du crépuscule de son existence pour dénoncer haut et fort les 3 démons invisibles qui l'ont précipité dans le vide. Ne cherchez pas de tueurs à gages ou de complots criminels. Ces bourreaux étaient des entités bien plus pernicieuses et difficiles à combattre. Il a pointé du doigt sa propre candeur, celle d'un artiste au cœur trop vaste, la traîtrise acide de son entourage intime, et surtout une machine administrative glaciale qui l'a essoré jusqu'à lui ôter sa dernière once de fierté. Résumez le cas. Richard Anthony à une banale faillite serait une erreur monumentale. C'est le drame shakespearien d'une âme charitable égarée dans un univers dominé par le cynisme et le profit. Qui étaient réellement ces parasites qui vidaient ces magnums de champagne millésimés pour mieux le laisser se noyer dès que les premiers vents contraires ont soufflé? Pourquoi a-t-il lâché cette phrase terrible, avouant qu'il accordait son pardon à tous, sauf à l'oubli qui le menaçait? En public, il gardait ce sourire de dandy impeccable sous les flashs. Mais une fois le rideau tombé, le masque se fissurait pour révéler un homme à vif, se battant désespérément pour ne pas être gommé de l'histoire par ceux-là même qui l'avaient pillé. Dans cet épisode, nous allons donner la parole à sa vérité, sans chercher à jouer les juges, mais pour tenter de saisir le coût exorbitant que réclame parfois la célébrité. Mesdames et messieurs, pour ressentir l'impact de ce crash monumental, il est impératif de rembobiner le film et de retourner à cet âge d'or, à l'époque où il régnait en maître et où le drame attendait patiemment son heure dans la pénombre. C'est une loi physique immuable pour comprendre la violence de l'impact au sol. Il faut d'abord apprécier la hauteur stratosphérique du sommet atteint. Retournons dans les années 60 quand la France entière tanguait au rythme effréné des yéyés, une époque où Richard Anthony tenait fermement la barre du navire amiral. Plus qu'un simple chanteur de variété, il incarnait un séisme culturel cumulant plus de 50 millions d'albums et coulait un score qui donne le vertige. Ce chiffre paraît aujourd'hui presque inconcevable, mais rappelez-vous, quand sa voix de velours entamait « J'entends siffler le train », la nation entière semblait retenir son souffle, le cœur au bord des lèvres. Avec son chef-d'œuvre « Aranjuez mon amour », il a balayé les critiques prouvant qu'il n'était pas juste une idole pour adolescents hystériques, mais un virtuose. Il
possédait ce don rare de métamorphoser une œuvre symphonique complexe en un tube populaire intemporel. À ce moment précis, Richard Anthony ne marchait plus sur terre. Il lévitait littéralement au-dessus du commun des mortels, porté par l'adulation sans bornes d'un public qui voyait en lui l'incarnation du rêve occidental. C'était le temps de la démesure absolue, une ère où sa vie quotidienne dépassait les scénarios les plus fous d'Hollywood. Richard vivait comme un pacha, un maharaja moderne qui avait banni le mot « économie » de son vocabulaire. Essayez d'imaginer un seul homme propriétaire de 21 villas à travers le globe des palais, surplombant la Méditerranée à Saint-Tropez jusqu'au Hacienda de la Costa Brava. Voyager en première classe était trop vulgaire pour lui. Il préférait piloter lui-même sa flotte d'avions privés, traversant le ciel avec une insouciance royale. Son garage regorgeait de bolides de sport, les ports abritaient ses navires, un train de vie flamboyant qui aurait rendu jaloux les monarques de l'Ancien Régime. Mais attention, ce n'était pas du mépris. Cette débauche de luxe était le symptôme d'une générosité maladive et sans doute une tentative inconsciente de combler les failles affectives de son enfance par une montagne d'objets. Il dégainait son chéquier sans jamais jeter un œil aux montants inscrits. Il conviait des régiments d'invités à des bacchanales où le champagne ne s'arrêtait jamais de couler. Son obsession était le bonheur d'autrui. Il cherchait désespérément à être aimé pour sa bienveillance et ses largesses, bien plus que pour ses prouesses vocales. Paradoxalement, c'est au cœur de cette lumière aveuglante et de cette opulence que les germes de sa destruction ont été plantés. Richard Anthony évoluait dans une bulle dorée hermétique, persuadé que la fête était éternelle. Il accordait une confiance aveugle déléguant sa fortune colossale, sans jamais vérifier la moindre ligne d'un contrat. Il vivait avec cette croyance naïve que la loyauté des hommes pouvait s'acheter à coups de cadeaux hors de prix et de gentillesse. Mais la vie est cynique, c'est précisément là, au sommet de sa montagne d'or, que le premier de ses ennemis a commencé à sortir de sa torpeur. Alors que Richard trinquait sous la voûte céleste de la Côte d'Azur, riant aux éclats avec sa cour de prétendus amis, une menace sombre grossissait dans son dos, sans faire le moindre bruit. Dans les bureaux gris de l'administration, le fisc commençait à compiler un dossier épais, comme une brique préparant ce qui allait devenir son pire cauchemar éveillé. Et au milieu des sourires éclatants des convives, certains regards étaient déjà fuyants, calculant ce qu'ils pourraient subtiliser avant que le navire ne sombre définitivement. Le chronomètre de l'apocalypse était enclenché, mais le roi de la soirée était tragiquement le seul à ne pas entendre le tic-tac fatal. La gloire est un miroir aux alouettes. Elle éblouit autant qu'elle dissimule, masquant les dangers qui rampent dans l'ombre. Si le public vénérait un dieu immortel et intouchable en Richard Anthony, la réalité en coulisses était celle d'une asphyxie financière lente et inéluctable, un piège qui se refermait doucement. C'est à cet instant que le deuxième ennemi est entré en scène non pas avec violence, mais avec le froid glacial de la trahison. Richard a appris dans la douleur ce que valent les amis des beaux jours. Ceux-là même qui squattaient ses villas, qui usaient ses yachts et qui s'esclaffaient à ses moindres plaisanteries tant que l'argent coulait à flot. Ces prétendus amis, pour qui le champagne coulait à flot continu, se sont volatilisés comme une nuée de moineaux effarouchés dès l'instant où la première notification recommandée du Trésor public a atterri dans la boîte aux lettres. C'est avec une lucidité glaçante qu'il a dû admettre la terrible vérité. Pour cette cour de parasites, il n'avait jamais été un véritable ami, mais simplement un distributeur automatique de billets, un robinet ouvert de plaisirs futiles et d'argent facile. Ce qu'il y a de plus dévastateur dans cette effroyable descente aux enfers, ce n'est pas tant la ruine financière aussi brutale soit-elle, que la béance émotionnelle et la trahison infligée par ceux-là même qu'il pensait être sa famille de cœur. Une rumeur tenace jamais officiellement confirmée, mais qui circule dans tous les salons parisiens, laisse entendre que son effondrement spectaculaire n'avait absolument rien d'accidentel. Il se murmure avec insistance que c'est une dénonciation anonyme provenant directement de son cercle le plus intime suite à une rupture amoureuse dévastatrice qui aurait braqué les projecteurs inquisiteurs du fisc sur son train de vie pharaonique.
Essayez un instant de concevoir la souffrance abyssale d'un homme qui comprend soudainement que le coup de poignard mortel a été porté par une main qui l'a chéri, nourri et protégé pendant des années. Richard s'est retrouvé tragiquement seul face à une avalanche de créances, abandonné par un système médiatique et social qui l'avait porté au nu mais qui refusait désormais obstinément de lui servir de bouclier. Il était totalement désarmé pour cette guerre administrative. Au fond, c'était un poète, un artiste bohème, certainement pas un expert comptable, ni un juriste pointilleux. Il avait commis l'erreur fatale de signer des contrats, les yeux fermés, plaçant une confiance aveugle en des gestionnaires soit incompétents, soit profondément malhonnêtes. Et du jour au lendemain, l'addition est arrivée salée, impitoyable, l'obligeant à payer le prix fort pour cette naïveté touchante, qui avait pourtant fait son charme. L'image publique de la star rayonnante, celle qui vendait du rêve et de l'insouciance sur tous les plateaux de télévision, s'est transformée en un masque de plâtre de plus en plus suffocant et lourd à porter au quotidien. Chaque soir, il lui fallait puiser dans ses dernières ressources pour monter sur scène et distribuer du bonheur à des milliers de spectateurs, alors même qu'à l'intérieur de lui, son univers personnel s'écroulait pierre après pierre dans un fracas silencieux. Lorsqu'il rentrait enfin chez lui, c'était pour retrouver des demeures immenses qui se vidaient inexorablement, où le téléphone restait muet et où l'angoisse terrifiante du lendemain lui volait le sommeil, nuit après nuit. Il vivait une forme de torture psychologique, d'un raffinement cruel, un véritable écartèlement entre l'icône adulée par les foules et l'homme privé traqué comme une bête et isolé dans sa détresse. Quant à l'industrie du disque, cette machine à broyer impitoyable, qui avait pourtant amassé des fortunes colossales grâce à son timbre de voix unique, elle n'a pas levé le petit doigt pour lui venir en aide. Il n'était plus considéré comme un actif rentable, mais comme un passif toxique. C'est ainsi fragilisé et trahi par l'amitié, comme par l'amour que Richard Anthony s'est retrouvé nu face à son troisième ennemi, le plus redoutable, celui qui allait lui porter l'estocade et le priver de sa liberté. Et c'est alors que l'impensable, ce que personne n'aurait osé prédire pour une telle vedette, a fini par se produire. L'année 1983 restera gravée au fer rouge, comme celle où le ciel est littéralement tombé sur la tête du roi des yéyés. Ce troisième ennemi implacable et sans visage a frappé avec une violence inouïe. L'administration fiscale, ce monstre froid qui ignore les sentiments et ne connaît pas la pitié, avait décidé de faire de lui un exemple retentissant pour effrayer les autres contribuables. Richard Anthony, l'idole qui avait bercé les rêves de millions de fans à travers le monde, s'est retrouvé menotté et conduit sans ménagement derrière les hauts murs de la maison d'arrêt de Pontoise. Ce n'était pas le scénario d'un mauvais polar, c'était une réalité crue, brutale et sordide. Lui, le prince de la jeunesse dorée, était traité comme un vulgaire délinquant, de droit commun, subissant l'humiliation des fouilles au corps, avant d'être jeté dans une cellule humide. Il y a passé 3 jours et 3 nuits interminables, mais pour un homme de sa stature et de sa sensibilité, ces 72 heures ont eu la lourdeur d'une éternité en enfer. C'était pour lui l'humiliation suprême, une tache indélébile sur son honneur et sa réputation, qui allait le hanter sans répit jusqu'à son tout dernier souffle. La chute fut totale et vertigineuse. Pour éponger une dette devenue colossale, fruit de négligences accumulées et de redressements fiscaux assassins, le système a absolument tout raflé à Dieu, les 21 villas, adieu le yacht somptueux, adieu les avions privés. Ces trésors accumulés ont été saisis sans état d'âme et vendus aux enchères, souvent bradés pour une bouchée de pain, éparpillant les souvenirs d'une vie de gloire aux 4 vents. Richard racontera plus tard avec une amertume poignante dans la voix que les huissiers étaient allés jusqu'à saisir son propre lit, ne lui laissant rien. Il s'est retrouvé littéralement sans toit, contraint d'être hébergé par la charité de quelques très rares amis, resté fidèle, revenant brutalement à la case départ, comme s'il n'avait jamais chanté la moindre note de sa vie. Une véritable mise à mort sociale. Le public, totalement stupéfait, assistait impuissant à la destruction systématique de son idole, à travers les gros titres scandaleux de la presse à sensation.
On ne parlait plus de son art, mais de ses impôts. On ne louait plus sa voix d'or, on comptait ses dettes abyssales. Ce moment précis a marqué une rupture définitive et irréversible dans son âme. Quelque chose de vital s'est brisé en lui ce jour-là. C'était une cassure que ni le temps qui passe, ni tout l'or du monde ne pourraient jamais réparer. Il avait cru passionnément en la France, il avait chanté pour elle, et il avait désormais le sentiment amer qu'elle le rejetait violemment. Il est passé en un éclair du statut de symbole national adoré à celui de paria que l'on montre du doigt. Pourtant, le plus douloureux n'était pas la pauvreté soudaine, car il avait déjà connu le manque durant son enfance. Non, le plus insupportable, le plus cruel, était le silence assourdissant et l'indifférence de ceux qui hier encore l'avaient encensé et porté au nu. L'industrie du spectacle a lâchement détourné le regard gêné par ce perdant magnifique qui ne rapportait plus d'argent, mais ne créait que des problèmes. Richard Anthony était seul dépouillé de tout et profondément meurtri. Mais c'est précisément au plus profond de ce gouffre dans cette obscurité totale qu'il a puisé la force insoupçonnée de préparer sa dernière réplique, celle qui allait briser des décennies de silence et de non-dit. Alors que le monde entier pensait qu'il avait définitivement sombré dans l'oubli et l'anonymat, Richard Anthony a fait le choix courageux de ne pas partir sur la pointe des pieds. Dans la tranquillité modeste de sa retraite à Pégomas, loin du tumulte parisien et des paillettes toxiques qui avaient failli le broyer, il a décidé de reprendre le contrôle absolu de sa propre histoire. Ce n'était plus le chanteur à succès, cherchant désespérément à plaire, mais un homme sage, blessé mais debout, qui au crépuscule de sa vie a enfin osé nommer les choses par leur nom. Avec une lucidité tranchante comme une lame, il a brisé l'omerta hypocrite qui règne souvent dans le show business en publiant ses mémoires explosives. Il a regardé ses anciens démons droit dans les yeux et a pointé un doigt accusateur vers ce système qui fabrique des idoles pour mieux les dévorer ensuite sans pour autant hurler de haine ni de rage. Sa vengeance a été bien plus subtile, plus intelligente et infiniment plus digne. Il s'est contenté de dire la vérité, toute la vérité. Il a évoqué sans phare ses soi-disant amis qui se sont volatilisés à la première difficulté, les qualifiant de simples fantômes du passé, qui ne méritent même plus l'honneur de son mépris. Il a dénoncé avec force l'absurdité et la violence institutionnelle d'une administration fiscale qui préfère écraser un homme à terre plutôt que de l'aider à se relever, rappelant à tous qu'un artiste ne devrait jamais être traité comme un simple produit financier. Mais surtout, il a fait preuve d'un courage et d'une honnêteté rares, en reconnaissant sa propre part de responsabilité, avouant humblement que sa naïveté légendaire fut sans doute son pire ennemi. En écrivant ces lignes empreintes de sincérité, il a réussi à transformer sa honte passée en une puissante et universelle leçon de vie. Il a expliqué au monde comment il est possible de tout perdre matériellement, de voir s'envoler ses châteaux, ses millions et sa gloire, sans jamais perdre ni son âme ni sa dignité profonde. C'était sa façon ultime et élégante de dire à ceux qui l'avaient condamné et abandonné qu'il lui avait certes tout pris, mais qu'il n'avait jamais réussi à briser l'homme qu'il était vraiment. Cet instant de vérité crue a résonné comme une performance ultime, un adieu bien plus intime et bouleversant que tous les concerts donnés dans les zéniths bondés de sa jeunesse dorée. Il a brutalement rappelé à l'Hexagone tout entier que dissimuler derrière le papier glacé des magazines People battait le cœur d'un homme meurtri par l'ingratitude d'un milieu au monde de strass, à la mémoire sélective. À aucun moment il n'a quémandé l'absolution pour ses excès passés, car cette dette, il l'a réglée au centuple, payant une addition bien plus lourde que celle présentée au commun des mortels. Son unique volonté était de laisser une empreinte indélébile d'authenticité, de prouver qu'il était resté debout, tel un chêne face à l'ouragan qui avait dévasté son intimité. C'était là sa revanche éclatante sur ces trois démons. Il a tiré sa révérence avec une dignité retrouvée, affranchi de tout mensonge et libéré de ses créanciers moraux, ayant enfin conquis cette paix intérieure que ces millions d'antan n'avaient jamais su lui offrir.
Le destin tumultueux de Richard Anthony résonne en cette année 2026 comme une mise en garde solennelle pour chacun d'entre nous. Bien au-delà des projecteurs et du show business, son histoire nous oblige à fixer notre propre reflet et à nous poser des questions qui dérangent sur la vacuité de la célébrité et la nature éphémère du succès. Une interrogation demeure: chérissons-nous nos idoles pour leur humanité profonde, ou sommes-nous simplement éblouis par le reflet superficiel qu'elles nous renvoient? Son parcours nous rappelle avec violence que la gloire est une maîtresse capricieuse et que la fortune s'évapore plus vite qu'un parfum de bas étage, alors que la dignité, elle ne se négocie sur aucun marché. L'artiste a connu l'ivresse des sommets les plus vertigineux, avant de chuter dans les vallées les plus obscures de la solitude. Mais il a fini par saisir une vérité essentielle. La richesse réelle ne se calcule pas au nombre de villas sur la Côte d'Azur ou de bolides dans le garage, mais en instants de lucidité et en sérénité de l'âme. Désormais, lorsque les premières notes nostalgiques de « J'entends siffler le train » parviennent à nos oreilles, il est impossible d'y entendre seulement une bluette des années 60. Il faut y percevoir le testament poignant d'un homme qui a vu le train de sa propre vie s'éloigner sans lui emportant au loin ses illusions perdues et ses faux amis le laissant seul sur un quai désert. Pourtant, refusant l'amertume, il a transmuté cet abandon en une liberté farouche. Il nous a dispensé une leçon magistrale même quand le système tente de vous broyer, même quand ceux que vous avez choyés vous tournent le dos avec mépris. Il subsiste une chose inaliénable, que personne ne pourra vous ravir votre propre voix et votre droit sacré de rétablir votre vérité. Richard Anthony a quitté la scène, mais son écho ne s'éteindra pas. Il demeure l'homme qui a payé le prix fort pour avoir trop rêvé, trop flambé et aimé sans jamais sortir la calculatrice. En brisant l'omerta avant son grand départ, il nous a légué un présent inestimable, la preuve que l'on peut tout perdre aux yeux de la société, et pourtant tout gagner face à l'éternité. Alors la prochaine fois que son timbre chaud caressera vos oreilles à la radio, ayez une pensée pour l'être humain fragile derrière la légende de la chanson française. N'oubliez jamais ses cicatrices invisibles, ni le courage tranquille dont il a fait preuve. Car au bout du compte, Richard Anthony n'a pas seulement chanté pour nous divertir, il a vécu pour nous démontrer que la résilience reste la plus belle des mélodies. Merci d'avoir partagé ce moment de mémoire avec nous, et gardez à l'esprit que derrière chaque grand silence médiatique se cache souvent le cri d'une âme qui attend simplement d'être enfin comprise.